La Germanie n'était à l'époque que forêts et champs. Puis les Romains arrivèrent et bâtirent des villes. Les cités qu'ils ont construites le long du Rhin possédaient tout un forum, des commerces, un amphithéâtre et des thermes. Les Romains sont restés un demi-millénaire en Germanie. Ils ont civilisé les tribus germaniques. La frontière de la Germanie romaine était défendue par une ligne fortifiée. Une flottille patrouillait sur le Rhin. Les Germains de l'autre rive avaient en effet l'instinct belliqueux, en dépit du pacte qu'ils avaient conclu avec Rome. Cette histoire est la nôtre. L'influence romaine se fait sentir aujourd'hui encore en France et en Allemagne. Grâce aux empereurs romains, la Germanie connaît un essor sans précédent au IIe siècle. Mais elle est sous la menace permanente d'une invasion. Pour y parer, les Romains bâtissent de nombreuses places fortes, comme la Saalburg, près de Francfort. Il y a plus de légions cantonnées dans cette province, sur cette frontière, que partout ailleurs dans l'Empire. Parce que cette frontière-là est menacée. Régulièrement, des bandes germaniques, essentiellement des Alamans et des Francs, menacent d'envahir la Germanie romaine. Mais gare à ceux qui rompent la paix. Rome leur promet une guerre impitoyable, une reddition sans condition et l'esclavage. À chaque fois qu'une horde barbare pille la riche Germanie, les Romains traversent le Rhin et mènent une expédition punitive chez les tribus germaniques. Pour dissuader d'autres bandes de faire pareil, ils réduisent en esclavage des villages entiers. Allez, avance! Ne les touche pas! Les Germains perdent alors ce qu'ils chérissent le plus au monde, leur liberté. Leurs enfants sont pris en otage. Ils seront désormais captifs dans une cage dorée. J'ai pensé à t'amener un peu de compagnie, pour que tu ne t'ennuies pas. Tu seras désormais à son service. Veille à ce qu'elle ne manque jamais de rien. Tu as bien compris? Est-ce que tu es une esclave, toi aussi? Comment te nommes-tu? Ophania. Et toi? Susanna, je viens d'Égypte. Mais dis-moi, ce Romain Sextus, est-ce qu'il se montre parfois un peu, comment dire, importun? J'appartiens à une lignée de princesses franques. S'en prendre à quelqu'un de mon rang lui vaudrait de sérieux ennuis. Tu es fille de roi. Et comment es-tu arrivée ici? Tu peux appeler ça le destin, voire le hasard ou la judicieuse politique de Rome. À toi de choisir ce qui convient le mieux. Le père d'Ophania est Génobo, un roi franc qui a ravagé la Germanie romaine et attaqué Cologne. Il a été défait par l'empereur Maximien Hercule en personne, qui lui inflige alors la pire humiliation qui soit. Allez, abaisse-toi! Le roi franc doit se courber sous le joug romain. Non, pas lui! Non, pas ça! Non! Sextus? Qui est cette fille? Non! Je crois qu'il s'agit sans le moindre doute de sa fille. Hein? Ah oui, sa fille, dis-tu. Légionnaire, emmenez-la aussi.
Qu'elle suive son père. Les Romains prennent souvent des otages. Emmène la princesse. Les enfants des chefs soumis sont faits prisonniers. Elle pourrait peut-être te convenir, Sextus. Merci. J'en suis vraiment très honoré. Et voilà, j'étais devenu un butin pour eux. Je ne me faisais aucune illusion sur le traitement que les Romains allaient me réserver. Voir des Germains vaincus affronter des gladiateurs et se battre dans les arènes, ou face à des animaux sauvages, est un plaisir auquel ils s'adonnent avec délectation. J'étais certaine de voir mon père mourir pour leur plus grande joie. Mais Maximien Hercule a d'autres projets pour les guerriers germaniques. Ces légions rhénanes sont dégarnies. Les Germains serviront Rome dans les troupes auxiliaires. Ils participeront à la défense de la frontière de l'Empire. Plutôt que les tuer, Rome a tout intérêt à conclure un pacte avec les Francs pour en faire un peuple allié, dit fédéré. Faire de ses ennemis des amis, telle pourrait être sa devise en Germanie. En signe d'alliance, les Germains font une offrande aux dieux romains. Beaucoup d'empereurs se vantaient d'avoir soumis les tribus germaniques. Germania capta, la Germanie est captive. Mais l'Empire romain considérait la force comme le dernier recours, l'ultima ratio. Elle préférait de loin museler les Germains avec des menaces, des cadeaux, ou les deux. L'idéal était d'en faire des peuples fédérés, des foederati, ou des amici, des amis de l'Empire romain. Oder sogar zu Amici, zu Freunden des Römischen Reiches zu machen. Génobo, général en chef des Francs. Je te fais Rex Socius et Amicus Populi Romani. Roi allié et ami du peuple romain. Nous serons toujours fidèles à l'Empire romain en parole, en pensée et en action. Nous vous appartenons corps et âme. Nos ennemis seront poursuivis sans relâche à travers l'Empire et nous les passerons par le fil de l'épée, que ce soit sur terre ou sur mer. Je vous en fais la promesse et je le jure par Odin. Mais le seul serment ne suffit pas. Le roi des Francs doit donner une garantie à l'empereur. C'est une pratique courante dans l'Antiquité. Sa propre fille, Ophania, servira d'otage. Génobo la remet aux mains des Romains. Fais-en une romaine, Sextus. Au IIIe siècle, l'Empire romain s'étend de l'Égypte et de la Syrie au sud-est, à la Bretagne insulaire et la Germanie au nord-est, en passant par la Gaule. Mais les Francs et les Alamans, qui peuplent la rive droite du Rhin, pillent régulièrement les provinces romaines. Cela déplaît autant à Rome qu'aux Germains. À Constance, Strasbourg, Trèves, Mayence, Cologne et Xanten, Romains et Germains vivent en bonne intelligence, au sein de villes bâties par les légionnaires et peuplées surtout de citoyens romains d'origine germanique. Il n'y a plus aucune différence entre les Gaulois, les Germains et les Romains depuis l'édit de Caracalla ou Constitutio Antoniniana, qui fait de tout habitant de l'Empire romain un citoyen romain. D'autre part,
l'Empire romain a toujours cherché à intégrer légalement et progressivement les nouveaux arrivants. Et quand il y a une guerre entre un groupe barbare et les Romains, c'est que souvent ce dernier s'estime pas assez romanisé assez vite. Le point commun le plus important, c'est la langue latine, aussi bien sous sa forme orale que sous sa forme écrite. Néanmoins, les langues locales se sont maintenues pendant très longtemps. Quand par exemple l'évêque Irène, qui est un grec, vient prêcher à Lyon, il doit apprendre le latin, mais pour aller à la campagne, il doit aussi apprendre le gaulois. Au moment de la création de la province de Germanie, dans les années 70 après Jésus-Christ, il n'y a pas de différence fondamentale avec les provinces gauloises qui existaient auparavant. Même ville, même réseau de routes, même système économique et même système gouvernemental. On peut voir la reconstitution d'une cité romaine germanique au parc archéologique de Xanten, LVR. C'est là qu'a été mise au jour Colonia Ulpia Traiana, la colonie bâtie par l'empereur Trajan vers l'an 99 pour les vétérans de son armée. Plusieurs bâtiments ont été reconstitués. La ville était ceinte d'une muraille de 6 mètres de haut et 3,4 km de long. L'amphithéâtre pouvait contenir 10 000 spectateurs. À l'époque, il était abrité des intempéries. Voici à quoi ressemblait Colonia Ulpia Traiana sur le Rhin inférieur. Bâtir des villes et offrir le confort de la civilisation aux peuples soumis, telle était la bile politique des Romains. Thermes, cirques, du pain et des jeux. Dans les villes de Germanie, il ne manquait rien de ce qu'on pouvait trouver dans son modèle Rome. C'était sans doute le meilleur moyen de maintenir la paix dans le vaste empire romain. Pour voir ce que les villes du XXIe siècle doivent aux Romains, l'idéal est une image satellite recouverte d'un plan de morphologie urbaine. Exemple avec Cologne. Le centre-ville moderne est ceint de la muraille romaine et le plan des rues suit encore le quadrillage de l'an 6. Inutile d'évoquer l'amphithéâtre, le pain et les jeux, l'eau courante, ni le chauffage au sol pour comprendre tout l'attrait que les villes romaines pouvaient exercer sur les Germains. En ville, il y avait du travail. Il y avait des possibilités d'ascension sociale dans l'armée, mais surtout dans le civil, dans la vie politique. Ils pouvaient ainsi bénéficier de tous les apports de la civilisation romaine. Ils restaient germains, tout en accédant à la citoyenneté romaine. Et ils s'intégraient vite. À Rome, on t'offrirait beaucoup d'argent pour ces cheveux blonds. Les Romaines sont toutes folles de ces tresses. Malheur à toi si tu essaies. Mes cheveux ne valaient rien aux yeux de Sextus. Mais pour le reste, il n'a pas hésité à sortir 600 deniers de sa bourse. Mais tu n'en vaux pas autant. Oh. Un jour, il m'affranchira peut-être. Tu es déjà romaine, toi? Il faut croire en tout cas que son épouse a fait de très gros efforts pour que je le sois. Elle est allée voir son père. Quel choc pour Ophania lorsqu'elle découvre la civilisation romaine. Bienvenue à la maison. Viens, suis-moi. Le Sénat aura le dernier mot. Allez, suis-moi. Est-ce qu'il est vrai que chez vous, le vin coule des... Comment s'appelle cette chose? Épitonium. Le vin coule à partir d'un épitonium? Mais goûte pour vérifier. De l'eau? Nous l'avons aussi chaude. Et je crois que tu en aurais sérieusement besoin.
J'aimerais le garder. Bien. Mais j'espère au moins que ces guenilles, tu consentiras à t'en séparer. Non, je tiens également à les garder. Gallia est omnis divisa. In partes tresquarum unam incolunt belgae aliam aquitani. In partes. La Germanie romaine offre un luxe et des délices inconnus aux barbares. Cet univers raffiné est très éloigné de celui dans lequel Ophania a grandi. Les forêts de son enfance étaient un espace de liberté absolue, mais sans aucun confort. Les Romains disent souvent que tous les chemins conduisent à Rome. Et qu'ils s'éloignent de Rome. La mélancolie s'empare parfois de moi quand je repense à nos magnifiques forêts. Et puis je finis par me dire que cette vie sauvage n'est plus la mienne désormais. La table de Peutinger est une sorte de carte routière de l'Empire romain. Elle montre l'emplacement des villes de l'Empire le long des voies romaines. Elle indique les distances d'une ville ou d'un camp à l'autre en précisant le nombre de jours de marche qu'elle représente. Chaque ville de l'Empire est desservie par une route, même dans les provinces reculées de Germanie. L'archéologue Klaus Greve nous montre le tracé des voies romaines qui relient la Germanie au reste de l'Empire à travers le massif de l'Eifel. Les Romains ont construit environ 100 000 kilomètres de voies dans leur empire. Mais à quoi servaient ces routes ? Qui les empruntait? L'armée, quand elle se déplaçait, et les marchands qui transportaient leurs marchandises. De plus, les voies romaines étaient des autoroutes de l'information. Véritables autoroutes de l'Antiquité, les voies romaines sont pavées. Le pavage est constitué d'une couche de cailloux recouverte d'un ciment couronné par des dalles. La chaussée peut mesurer jusqu'à 20 mètres de large. Partout où le terrain le permet, les voies sont tracées en ligne droite. Des aires de repos sont aménagées à intervalles réguliers, comme ici, à Mechernich, près de Cologne. La Via Belgica relie Cologne à la Manche. La Via Agrippa passe par Lyon et débouche à Marseille sur la mer Méditerranée. Une autre voie longe le Rhin et relie la Germanie romaine au vaste réseau de routes qui s'étend jusqu'à l'Afrique du Nord et la Syrie. Les voies romaines étaient très bien équipées. Dès que possible, la route comprenait 2 voies de circulation. Des bornes indiquaient la distance restant jusqu'à la prochaine étape. Il y avait des relais où l'on pouvait changer de chevaux et passer la nuit. C'était d'excellentes conditions de voyage pour l'époque. Après la chute de l'Empire romain, il faudra attendre des siècles avant de retrouver un tel confort. Grâce à ce réseau routier remarquable, les fermes romaines commercent avec le monde entier. Rien qu'en Germanie romaine, on en compte environ 10 000. L'une d'elles est la Villa Borg, près de Trèves, qui a été reconstruite récemment. Un citoyen romain aisé, et cela pouvait être aussi un Germain qui avait réussi, ne vivait pas seulement en ville. Son domaine rural, avec sa villa, était à la fois sa base de ravitaillement et son refuge. Même à la campagne, le dominus, le maître, ne renonçait pas au luxe. Il pouvait avoir à son service une 50aine de serviteurs, esclaves ou affranchis, qui faisaient fructifier sa terre.
La villa possédait évidemment un hypocauste, un système de chauffage par le sol. Tous les riches citoyens romains en possédaient un, aussi bien en ville qu'à la campagne. Au lieu d'un foyer à faible tirage ou d'un feu de camp avec une épaisse fumée, comme chez les Germains, les Romains avaient le chauffage central. Mais l'entretien de la chaudière était un travail d'esclave. Maître ou esclave, tout le monde se retrouvait dans les latrines collectives. Les Romains discutaient aisément dans les lieux d'aisance. Ils tenaient séance sur leur séant. L'eau qui s'écoulait en permanence chassait les mauvaises odeurs. Il faudra attendre le 19e siècle pour que les Allemands disposent de nouveau de water closet. L'inventeur du WC a déposé un brevet. Pourtant, la chasse d'eau existait déjà il y a 2000 ans et elle était libre de droit. Mais le vrai lieu de détente d'une villa romaine, c'était ses thermes. Et quels thermes! Aujourd'hui, on appellerait ça un spa. Ce n'était pas une salle de bain unique, mais un ensemble de pièces d'eau. Il y avait un bain froid et un bain chaud, avec un sol en marbre, des baignoires en marbre et de superbes fresques au mur. Après s'être plongé dans différentes eaux, on passait dans la salle de repos pour la détente et le massage. Ubi bene, ibi patria. Là où je suis bien, là est ma patrie. Des Romains originaires de tout l'Empire se sentaient chez eux en Germanie. La preuve, ils s'y faisaient enterrer. Chaque domaine rural possède son mausolée familial. Ces monuments funéraires sont fastueux. En 1843, on a découvert à Cologne le mausolée d'une riche famille romaine. Les objets funéraires sont luxueux. Le sarcophage a été sculpté à Rome. Mais les céramiques et les verres que les défunts devaient emporter aux enfers étaient des produits locaux. Le verre était un objet du quotidien pour les Romains. Chaque foyer en possédait des centaines. Ces verres décorés étaient très répandus. Regardez cette magnifique flasque en forme de grappe de raisin. On devine immédiatement ce qu'elle pouvait contenir. Le verre fascinait aussi bien les Romains que les Germains, de part et d'autre du Rhin. On imagine facilement qu'au fond des forêts de Germanie, celui qui possédait un beau verre s'en vantait. La verrerie est un art dans lequel les Romains excellent. Le verre de Cologne est très réputé et se vend dans tout l'Empire, jusqu'à Rome et même Alexandrie. Certains Germains se disaient « Pourquoi payer des marchandises qu'on peut tout aussi bien voler ?» Les villas romaines semblaient faites pour être pillées. Les pactes conclus entre les Romains et les Germains, comme Génobo, roi des Francs par la grâce des Romains, ne reposaient pas sur des bases solides. Ils ont rapidement été source de conflits. Tu ressembles à une vraie Romaine. Qu'as-tu fait de tes magnifiques et longues tresses? Que viens-tu faire ici? Comment es-tu entré dans cette villa? Mes guerriers veulent passer sur l'autre rive du Rhin et piller les villes. Je ne peux les en empêcher, je ne ferai rien non plus pour les en dissuader. Et qu'adviendra-t-il de moi? As-tu oublié que c'est moi que tu as donné en gage de ta fidélité à Rome? Viens avec moi. Avec moi, tu seras en sécurité. Mais nous coulons des jours vraiment heureux sous la protection de l'Empire romain. L'odeur âcre de nos feux et cette satanée et persistante humidité sur ma couche de paille ne me manquent pas. Je ne veux plus vivre là où il n'y a plus de légion romaine. Nous allons passer sur l'autre rive du Rhin et piller les cités qu'ils ont construites. Crois-moi. Ensuite, nous créerons notre empire qui sera enfin libéré de l'occupation romaine. Tes guerriers et toi ne faites que piller, tuer et opprimer les gens. Réfléchis bien, Ophania. Et au cas où tu déciderais de rejoindre ton père,
Cet anneau paierait ton passage. Prends-le. À l'époque de Génobo, la rive droite du Rhin est déjà perdue pour les Romains. Les Alamans font des incursions dans l'Empire et parviennent même jusqu'aux portes de Rome. Les Francs détruisent Trèves et dévastent 60 villes de Gaule. Ils saccagent même Taraca, l'actuelle Tarragone en Espagne. « 150 ans plus tôt, rien de tout cela n'aurait été possible. Vers l'an 110, les Romains construisent un limes, une ligne fortifiée, pour défendre les territoires qu'ils avaient conquis sur la rive droite du Rhin. La protection qu'offre ce limes permet l'émergence de nombreuses villes sur cette rive. Les champs d'écumates allaient rester dans le giron romain durant plusieurs siècles. Cette terre fertile bénéficiait d'un climat doux. Beaucoup de vétérans de l'armée romaine y étaient installés. Mais les forêts des environs regorgeaient de pillards germains. Cela fait plus d'un siècle que les archéologues fouillent la région à la recherche du limes de Germanie. Ils ont découvert des vestiges de fondations, de tours de guet, de fosses, de remparts, de palissades. La frontière de l'Empire passait à travers les forêts et sur les crêtes des montagnes. Les Romains y avaient bâti des places fortes comme la Saalburg, près de Francfort. On a également découvert des forts de cavalerie sur les rives du Danube. Les troupes qui y étaient cantonnées pouvaient intervenir rapidement en cas d'attaque. Plus de 40 000 légionnaires se tenaient prêts au combat. Le limes se voyait de loin. Il marquait l'entrée du territoire sous domination romaine. Les tours de guet étaient placées de manière à permettre une communication visuelle. En cas d'attaque, les forts étaient aussitôt alertés. Le limes s'étendait sur plus de 550 km. Il a efficacement protégé la Germanie romaine durant 150 ans. On pourrait penser que le limes était comparable à la frontière entre les deux Allemagnes durant la guerre froide. Mais le limes n'a jamais été destiné à enfermer les citoyens de l'Empire et il n'a jamais été un rideau de fer. Il y avait beaucoup d'animations au point de passage. On pouvait traverser la frontière pour faire du commerce ou voyager. Et la contrebande en tout genre était aisée. La prospérité a toujours été attirante. Les migrants étaient les bienvenus. Les provinces romaines avaient besoin d'eux. Il y avait aussi des voitures chargées de marchandises qui traversaient le limes. Les chefs des tribus germaniques étaient friands de mobilier en bronze, de verreries précieuses, d'orfèvrerie et bien entendu d'armes. De leur côté, les Romains importaient de l'ambre de la Baltique, des fourrures et du miel. Et les dames de la capitale appréciaient beaucoup les perruques de tresses blondes. Une paix relative va régner pendant 150 ans. Puis, vers l'an 260, les légionnaires cantonnés sur le limes sont envoyés combattre en Orient. Sur la rive droite du Rhin, les champs d'écumates doivent alors organiser eux-mêmes leur défense. D'autres tribus germaniques ont rejoint les Alamans. Face à ces hordes barbares, les légionnaires restants et les citoyens romains ne font pas le poids.
D'autant que les Alamans ne se contentent plus de piller. Ils veulent désormais régner sans partage sur tout le territoire. C'est ainsi que les Romains abandonnent les fortifications du Limès et tous les territoires situés sur la rive droite du Rhin. Au moment où les champs d'écumates, en Germanie supérieure, tombent aux mains des Alamans, une ligue d'hommes libres, la Ligue franque, se forme en Germanie inférieure. Sous Dioclétien, le Rhin, l'Iller et le Danube deviennent les frontières naturelles de l'Empire. Un dispositif comprenant des places fortes, une flottille et d'innombrables camps militaires est alors créé pour les défendre. De petits groupes de population quittent les provinces abandonnées par les Romains pour se réfugier sur la rive gauche du Rhin. Ils n'ont aucune intention de plaisanter. Les Francs ont rompu l'alliance passée avec Rome et ils ont repris les territoires romains situés à l'est du Rhin. Ils y ont exercé leur cruauté. De très nombreux réfugiés ont quitté leurs terres. Ils ont préféré tout abandonner et venir ici. Tenez, buvez ceci. Voilà pour vous. Parmi ces réfugiés se trouvent des vétérans de l'armée romaine qui ont fui avec toute leur famille. Je vous remercie, Seigneur. Merci beaucoup. Il y a aussi des Germains devenus citoyens romains depuis longtemps. Ils ont pris goût à la douceur de vivre romaine et n'imaginent plus mener la rude vie des guerriers barbares. C'est pour vous, mes amis. Merci, maîtresse. Prenez, mes amis. Voilà. Merci. Les réfugiés viennent de Ratisbonne, à Augsbourg, Würzburg, Badenweiler. D'autres ont quitté leur village ou leur domaine rural. Ces gens ont tout abandonné pour rejoindre l'Empire romain. Tu as assez de pain? Tiens. Ils ont traversé le Rhin dans l'espoir d'une vie meilleure. Alors le Rhin sépare désormais l'Imperium Romanum et le Barbaricum. Entre ces deux entités, il y a néanmoins des liens diplomatiques et les Romains ne cessent d'intégrer légalement de nouvelles populations. On a longtemps parlé d'invasion barbare, mais il s'agit en réalité de pressions migratoires sans cesse renouvelées. Et je crois qu'à moins de considérer les migrants comme des barbares, il faut abandonner le mot. Les provinces gauloises et les provinces germaniques sont des provinces riches et prestigieuses. Alors les provinces germaniques présentent un caractère beaucoup plus marqué que les provinces gauloises et le gouverneur est en général désigné directement par l'empereur. D'ailleurs, certains gouverneurs des provinces de Germanie deviendront eux-mêmes empereurs. Quand on parle de l'armée romaine, on pense aux cohortes de fantassins avec tous leurs bardas, épées, lances, boucliers. Cette image n'est pas fausse, mais elle est incomplète, parce qu'il y a aussi les navires. La marine de guerre romaine a été la colonne vertébrale de la défense de la Germanie pendant des siècles. Le musée de la navigation antique de Mayence possède une réplique exacte d'un vaisseau de la flottille du Rhin. Cette magnifique reproduction, réalisée d'après les indications des archéologues, a nécessité des milliers d'heures de travail minutieux. On a utilisé les mêmes outils et matériaux que les Romains pour que la copie soit fidèle dans les moindres détails. Il faut être né sous une bonne étoile pour trouver une épave romaine qui ne se résume pas à quelques clous. Les archéologues de Mayence ont eu la chance incroyable de découvrir plusieurs épaves sous une épaisse couche de vase sur un chantier de construction dans l'ancien port romain de la ville. Elle n'était pas intacte, mais en assez bon état pour qu'on puisse reconstituer pour la première fois un bateau de la flottille romaine du Rhin. La pièce du musée n'est pas une pièce unique. Il existe une autre réplique capable de naviguer. Un barreur, des touristes aux rames et vogue la galère. C'était le projet d'une association de reconstitution historique.
En 2008, le conseiller d'arrondissement a voulu créer une animation touristique sur nos 50 lacs artificiels. Voilà comment est né ce projet. La construction navale commence en forêt. Une fois les 8 chênes abattus, il a fallu une dizaine de mois pour réaliser cette réplique exacte. On a été aidé par de nombreux bénévoles et conseillé par des archéologues et un constructeur naval. Le Navis Lusoria, le navire dansant en latin, atteint une vitesse de croisière de 4 à 5 nœuds, soit 8 km à l'heure à contre-courant. Avec ce type de vaisseau, les Romains accostaient partout. On voit bien cette maniabilité aujourd'hui avec nos clients. On vire à 360 degrés en 90 secondes. Le Navis Lusoria mérite bien son nom. Au bout du compte, les Romains n'ont pas réussi à arrêter les barbares. Pourtant, déployer des centaines de Navis Lusoria sur le Rhin était un excellent moyen de contrôler cette frontière naturelle. Les rameurs sont capables de parcourir une centaine de kilomètres par jour à contre-courant s'il le faut. Sur le Rhin, les Romains disposent d'une place forte avec un port tous les 15 à 30 km. 3 navires de guerre s'y tiennent prêts en permanence. Ces forteresses sont dotées d'une garnison de plus de 100 légionnaires. Certaines sont situées sur la rive droite du fleuve et servent de base pour les incursions romaines en territoire franc ou alamand. Les légionnaires ne chômaient pas. Ils remontaient et descendaient le Rhin pour surveiller la frontière, transporter des troupes ou intervenir en urgence. Des tribus germaniques belliqueuses comme les Francs ou les Alamans tentaient régulièrement de pénétrer dans l'Empire. Les provinces romaines étaient riches. On y trouvait de l'or et de l'argent, toutes sortes de produits de luxe, des armes sophistiquées et 1000 autres trésors. Pour empêcher les hordes barbares de traverser le Rhin, l'Iller ou le Danube, les Romains mettent sur pied un excellent dispositif d'alerte. Grâce à leur transport de troupes et leurs navires de guerre, ils sont capables de rassembler une petite armée en 2 ou 3 heures. Chaque fort avertit ses voisins en amont et en aval du fleuve. Si bien qu'en cas de rassemblement franc ou alamand sur la rive droite du Rhin, les navires de guerre romains arrivent aussitôt de toutes parts, suivis par les garnisons des forts. De la sorte, l'armée romaine peut arrêter les barbares avant même qu'ils ne traversent le fleuve. Elle peut aussi cueillir les hordes lorsqu'elles rebroussent chemin après s'être livrées au pillage. Après la destruction du Limès, la frontière naturelle du Rhin protège les provinces romaines de Germanie et de Gaule des hordes barbares. En revanche, le fleuve ne peut pas contenir la progression de la nouvelle religion qui se répand comme une traînée de poudre depuis l'Orient. Et comment s'appelle-t-elle? C'est la déesse Isis, la protectrice de toute vie et la maîtresse du destin. Elle peut transformer le mal en bien, et ce aussi dans l'au-delà. Et dans le domaine des amours, elle peut également t'aider. Quels sont les dieux que prient les maîtres de maison? Sextus implore Mercure très souvent. Tu sais bien, le dieu protecteur du commerce. Quant à la maîtresse, pour elle, ces divinités ne sont que des idoles païennes. Mais promets-moi de n'en parler à personne. Je l'ai appris en surprenant une conversation de la maîtresse. Tu devrais le savoir, j'y assiste également. Est-ce que tous les dieux t'ont abandonné? Ces chrétiens sont fous. Ils sont les ennemis de nos dieux. Ils méprisent notre empereur. Dis-moi, que signifie ceci? Il y a un poisson représenté dessus, et alors? Tu veux peut-être me prendre pour un idiot? Ce que je vois là, c'est le symbole qu'utilisent les chrétiens.
Les dieux de nos ancêtres ont permis de construire Rome et ils ont comblé nos familles de richesses. C'est de la superstition, il n'existe qu'un seul Dieu. Et c'est Dieu le Père. Et pour ce Dieu, tu finiras comme Pitance des lions dans l'arène. Tu vas tous nous entraîner au fond de l'abîme. L'empereur va faire exterminer tous les chrétiens. Les Romains avaient déjà toutes sortes de divinités, et chaque peuple soumis y ajoutait les siennes. Certains ont fini par se demander si cette abondance ne nuisait pas. Le dieu du commerce, des voleurs et des voyageurs était Mercure. Le dieu de la guerre était Odin chez les Germains et Mars chez les Romains. Quant à Thor, le dieu germanique du tonnerre, il avait pour homologue Jupiter, le dieu romain le plus puissant. Mais qu'ils soient romains ou germains, les cartésiens de l'époque croyaient en un dieu fidèle, puissant et rédempteur. Certains vénéraient Sol Invictus, le soleil invaincu. D'autres adoraient Mithra, et d'autres encore suivaient les enseignements d'un juif crucifié appelé Jésus de Nazareth. Les chrétiens étaient persécutés parce qu'ils refusaient de sacrifier aux autres dieux. Ils étaient condamnés à la clandestinité, souvent au sein même de leur foyer. Les piliers de ces nouvelles communautés étaient des femmes. Mais que symbolise ce poisson? En grec, on écrit le mot poisson ichthys. Iesus Christos Theou Ios Soter. Très bien. Et que signifient ces lettres pour nous? Pour nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. Il s'agit là de notre religion. Il a prêché l'amour et il est mort pour sauver les hommes. Tous? Oui, tous les hommes. Devant notre Dieu, tous les hommes sont égaux. Tous égaux, même les Germains? Oui, même les Germains. Et les esclaves aussi? Les esclaves aussi. Il a une bonne nouvelle à annoncer au monde entier. Nous autres chrétiens vivrons éternellement au paradis qu'il nous a préparé. Oui, mais où allez-vous prier votre Dieu? Où donc sont vos temples? Où se trouvent vos autels? Nous sommes prudents et nous nous retrouvons secrètement dans une villa de Mogontiacum. Si tu n'en dis mot à personne, je t'y emmènerai un soir. À Mogontiacum, l'actuelle Mayence et Cologne, ainsi que dans d'autres villes de l'Empire, des assemblées de chrétiens se réunissent en secret, malgré l'interdiction dont elles sont frappées. Ensuite, il prit du pain, et il rendit grâce. Puis il le rompit, et le leur donna en disant « Ceci ». Les chrétiens risquent leur vie. En 303, Dioclétien a interdit leurs assemblées, ordonné l'incarcération de leurs prêtres et la destruction de leurs églises et de leurs livres sacrés. Tous les moyens sont bons pour les amener à abjurer. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. Je vous arrête tous, par ordre de l'empereur. Sous la cathédrale de Trèves, on a découvert les fondations de villas romaines. Peut-être est-ce là que se sont rassemblés en secret les premiers chrétiens de la ville à l'époque des persécutions. Plus tard, ces villas ont été rasées pour laisser place à la première basilique chrétienne de Trèves. Alors le christianisme est resté pendant très longtemps une secte orientale très minoritaire, tout à fait comparable à d'autres sectes orientales, comme les cultes de Mithra ou de Cybèle, avec lesquels elle était d'ailleurs en concurrence. Il n'y a jamais eu de persécution de chrétiens générale et continue dans les provinces gauloises. Il y a eu des persécutions ponctuelles, mais jamais pour des raisons religieuses, toujours pour des raisons politiques ou de troubles à l'ordre public. C'est ce que montre l'exemple du martyre de Sainte Blandine dans les arènes de Lyon en 177 après Jésus-Christ.
Les chrétiens pris sur le fait ou dénoncés ont le choix. Soit ils sacrifient à la triade romaine en signe de loyauté à l'empereur, et ils échappent ainsi à toute peine. Ce faisant, ils enfreignent bien sûr le premier commandement de leur Dieu, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Soit ils refusent, et c'est la mort qui les attend, par l'épée, la croix ou les lions. Nombre d'entre eux choisissent la vie. Ma maîtresse a sacrifié au dieu romain. Elle disait « Personne ne peut voir le bien le plus précieux caché au fond de mon cœur. » De nombreux chrétiens agissent ainsi. Ils attendent des jours meilleurs. Tu as bien dit qu'il ne faisait aucune différence entre maître et esclave? Oui, mais... te rendre ta liberté n'est pas une obligation chez eux. Jeter quelques grains d'encens sur des braises devant la statue de César en guise d'offrande, ça n'engageait pas à grand-chose. Pour les citoyens romains, c'était un banal serment de fidélité à l'empereur, un peu comme prêter serment à la Constitution. Ce sont des choses qui semblaient normales, aussi bien à Rome qu'en Germanie romaine. Sauf pour les chrétiens. Pour eux, le culte de l'empereur était devenu une question de foi. Pouvaient-ils sacrifier un autre dieu? Ceux qui ne voulaient pas prendre de risques l'ont fait. Mais d'autres, non. Et ils sont morts en martyrs. Toutefois, leur courage et leur foi ont marqué les esprits, et le nombre des chrétiens grandit, malgré les persécutions dans tout l'Empire, y compris en Germanie. Voici les têtes de Cassius et Florentius, officiers de la Légion thébaine qui auraient refusé de sacrifier à l'empereur avant un combat. Leurs reliques sont visibles à Bonn, dans la cathédrale du Münster. Quelle est la part de légende dans ce genre de récit? C'est impossible à dire. Une chose est sûre, ces chrétiens ont été condamnés à mort. Rome ne tolère le christianisme qu'à partir du IVe siècle. Hélène, mère de l'empereur Constantin, aurait posé les fondations de nombreuses églises emblématiques de Germanie. La cathédrale de Xanten, par exemple, consacrée à Saint Victor, un autre officier de la Légion thébaine. Ou encore la basilique de Cologne, consacrée à Saint Géréon, autre martyr de la Légion thébaine. Ubi bene, ibi patria. Là où je suis bien, là est ma patrie. Le dilemme d'Ophania est celui de nombreux barbares originaires des forêts de Germanie. Je ne souhaite plus vivre dans un pays où il n'y a plus de Romains. On ignore le sort du père d'Ophania, mais d'autres chefs de tribus germaniques qui ont rompu leur alliance avec Rome ont été jetés au lion à Trêve. Grâce au brassage des Romains et des Germains, les provinces romaines de Germanie ont pris un essor remarquable. Les villes ont prospéré et les campagnes se sont couvertes de domaines, jusqu'à connaître un véritable âge d'or. La Porta Nigra en témoigne. C'est la plus belle porte fortifiée romaine qui soit parvenue jusqu'à nous. Trêve a été l'une des capitales de l'Empire, résidence de l'empereur Constantin. On y a écrit des pages de l'histoire du monde qui ont façonné l'Europe jusqu'à nos jours. Mais c'est une autre histoire.